France va retraiter 12 tonnes de plutonium venues d'Allemagne dans son usine de Cadarache. Inquiétude des écologistes. Défense du français, la loi Toubon s'applique à une chaîne de magasins qui avait oublié de traduire ses étiquettes. Procès de l'insécurité en banlieue, 3 vigiles armés qui ont tué un jeune de Sartrouville. Mode été 96, ce soir Christian Dior, et vous verrez que le spectacle n'est pas forcément seulement sur la scène. Et puis enfin la Vespa, elle a 50 ans, ce qui rappelle à bon nombre d'entre vous des souvenirs de jeunesse. Madame, Monsieur, bonsoir. L'industrie nucléaire n'est pas une industrie comme les autres. La sécurité dont elle est entourée n'empêche rien. Et les mystères dont sont entourées ces opérations rajoutent parfois au fantasme de certains. Ainsi, on vient d'apprendre que l'Allemagne avait signé avec la société Cogema en France pour le retraitement de 12 tonnes de plutonium qui vont être traitées dans les usines de Cadarache et de Marcoule dans les Bouches-du-Rhône, ce qui représente un contrat d'environ 1 milliard de francs. Anne Poncinet, Michel Gianoulatos. La nouveauté, c'est que cette usine de Cadarache, qui depuis des années retraite des matériaux nucléaires français, va maintenant retraiter également des matériaux allemands. Le circuit est le suivant. Des centrales nucléaires françaises ou allemandes brûlent du combustible, mais elles produisent des résidus. Ces résidus sont envoyés à La Hague, en France. Là, l'usine de retraitement extrait de ces résidus le plutonium qui peut encore servir. Ce plutonium est envoyé à Cadarache qui fabrique avec du MOX, un nouveau combustible nucléaire qui servira à faire marcher des centrales nucléaires. Ça s'appelle du recyclage. C'est le quotidien Libération qui a annoncé samedi que Cadarache produirait du MOX pour le compte des Allemands. Dans un premier temps, le PDG de la Cogema dément. Quelques heures plus tard, son directeur confirme. La Cogema aurait-elle voulu garder l'information secrète? Pas du tout, répond-elle, mais il s'agit d'une information connue depuis longtemps. Cette perspective d'utiliser des capacités de fabrication de MOX en France ou ailleurs, en Belgique en l'occurrence, pour satisfaire au moins une partie des besoins des électriciens allemands, parce que ceux-ci ne vont plus trouver sur leur sol les capacités de MOX nécessaires, c'est connu comme le loup blanc. Et pourquoi les Allemands viendraient-ils à Cadarache? Parce que l'usine qu'ils ont construite chez eux récemment n'a même pas pu ouvrir ses portes. Les écologistes et les pouvoirs locaux n'en voulaient pas. Au contraire, la France vient de construire une usine toute neuve à Marcoule, la plus performante du monde en matière de MOX. Les contrats allemands ne sont pas un simple dépannage, c'est précisément ce que redoutent les écologistes. Derrière ce contrat, qui ne concerne que quelques tonnes de plutonium, en réalité, il y a des dizaines de tonnes de plutonium dont personne ne sait quoi faire. Non seulement nos clients allemands, mais aussi nos clients belges, nos clients japonais. Et tout le monde aimerait bien que la France, donc la Cogema, fasse un geste, s'occupe de ce plutonium, voire s'occupe des déchets qui ont été générés dans le retraitement. Enfin, l'exportation et l'importation des produits nucléaires posent la question du transport. La Cogema, elle, affirme que le conditionnement du plutonium répond à des normes de sécurité qui parent à toutes les éventualités d'accidents. La France s'apprête à supporter demain de très mauvaises conditions météo, notamment dans le sud de la France. On annonce des vents très violents. Aujourd'hui déjà, dans l'Ariège et dans l'Aveyron, on enregistrait des pointes de 130 km/h. Aux États-Unis, le mauvais temps là-bas est déjà passé. Dans 8 États du nord-est du pays, c'est le déluge. Pluie, neige, verglas. Maryse Burgot. C'était en plein centre de Washington ce matin sur le fleuve Potomac. 4 biches venues de nulle part et visiblement affolées par tant d'eau. Rivière en crue, inondations, froid, tempête de neige. Cela fait maintenant une semaine que tout le nord-est des États-Unis vit au rythme des intempéries. 42 morts à ce jour, le plus souvent victimes d'accidents de la route. À Atlanta, dans l'État de Géorgie, le verglas a rendu les routes complètement impraticables. À Harrisburg, en Pennsylvanie, le plus vieux pont de la ville a cédé sous la pression de la glace et sous l'objectif d'un amateur. Hier, la Pennsylvanie a donc été déclarée zone sinistrée par le président américain. Dans ce seul État, plus de 100 000 personnes ont dû quitter leur maison. Dans les prochains jours, la météo devrait pourtant s'améliorer. La décrue est amorcée. Il y avait même aujourd'hui un rayon de soleil sur la région de Washington. En France, une chaîne de magasins vendant des produits de bain, Body Shop, victime de la loi sur la défense des consommateurs et de la langue française, la loi Toubon. La chaîne britannique Body Shop, implantée en France, n'avait pas traduit certaines étiquettes en français, ce qui est obligatoire, il faut le savoir. Sophie Jouve, Pascal Golomer.
Tous les produits cosmétiques du magasin Body Shop de Chambéry ont été passés au crible, l'inspectrice examinant une à une les étiquettes. Et parce qu'une dizaine d'entre elles étaient rédigées uniquement en anglais, la sanction est tombée, 1000 francs d'amende pour Body Shop. On est tout à fait conscient du problème qui touche une très petite quantité de nos produits, 10 à 15 produits par rapport à la totalité de nos références qui s'élèvent à 400. Donc c'est vrai que le processus de traduction a été mis en place depuis déjà un moment. On a été ralenti malheureusement par rapport au phénomène de grève qu'il y a eu au mois de décembre. 4 autres magasins Body Shop font l'objet de procédures en justice. Un coup dur pour la chaîne britannique qui a pourtant le sentiment de prendre l'étiquetage au sérieux. Une interprète spécialisée s'y consacre même à plein temps. Le texte français est souvent beaucoup plus long que le texte anglais, donc parfois on a effectivement un problème de place et on est limité dans le nombre de caractères à utiliser en français, mais on arrive toujours à trouver une solution. Et oui, on ne plaisante pas avec la langue de Victor Hugo. Une réglementation existe depuis 1975, renforcée encore par la loi Toubon sur la défense du français. Les étiquettes doivent être impérativement traduites, sinon gare aux sanctions. En 1995, notre service a fait 2000 contrôles et a transmis 300 procès-verbaux aux tribunaux. Malgré tout, certains préfèrent payer des amendes plutôt modestes que d'investir dans une étiquette française. Beaucoup de matériel électronique en provenance d'Asie est accompagné de notices anglaises. Quant à certains produits ménagers, il faut parler italien pour être alerté de leur caractère toxique. On en sait un peu plus aujourd'hui sur l'un des aspects principaux du plan banlieue du gouvernement. Éric Raoult, le ministre de l'Intégration, annonce que les 100 000 emplois jeunes seront de vrais emplois, payés 4 000 francs nets, 5 200 francs bruts, plus 10 heures de formation. Agnès Molinier, Gilles Debler. La mission locale pour l'emploi des jeunes à Grigny. Ici, les jeunes viennent chercher aide et conseils. L'annonce de nouvelles mesures destinées à trouver du travail aux 18-25 ans n'impressionne personne. Pour moi, tout ça, c'est de la parole, quoi. Il n'y a pas des choses concrètes. On ne voit pas. C'est toujours, on dit, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais il est où le résultat là-dedans ? Pour le gouvernement, de vrais emplois peuvent être créés. Jardiniers municipaux, aides à domicile, écrivains publics ou gardiens de stade, tous financés par l'État et les collectivités locales. Les jeunes travailleront 40 heures par mois, dont 10 heures de formation, le tout pour 4 000 francs nets. Si nous avions mis 1000 francs supplémentaires, ça aurait représenté plusieurs milliards. Et ces milliards qui sont versés à ces jeunes, ce sont les milliards de vos impôts, de mes impôts. Mais même si ces futurs contrats comprennent 10 heures de formation, beaucoup de jeunes chômeurs trouvent que 4 000 francs par mois, c'est peu. Pour un jeune qui est chez ses parents, ça peut aller, mais pour un jeune qui vit tout seul, qui essaie de se donner la vie tout seul, quoi, c'est pas possible. 4 000 francs, c'est vraiment pas assez. L'état actuel, les jeunes, ils n'ont pas trop le choix. Alors, on prend ce que nous donne, quoi. Populaire ou pas, la mesure devrait créer, selon le gouvernement, 100 000 emplois de ville en 5 ans. Drame de l'insécurité en banlieue toujours. Les faits remontent à 1991. Sur le parking d'une grande surface, un jeune d'une cité de Sartrouville dans les Yvelines a été abattu par un vigile qui était armé. Ses 2 collègues sont également dans le box des accusés, poursuivis pour complicité. Dominique Verdeillan, Jacques Gérard. Le père de Jamel, la victime, et les jeunes de la Cité des Indes à Sartrouville ont au moins un point commun. Tous attendent ce procès depuis 5 ans, les uns avec vigilance, les autres avec confiance. J'ai fait confiance pendant 5 ans à la justice française, je refais encore, je continue. Vous voulez des éclaircissements sur cette affaire, non? Je veux beaucoup d'éclaircissements, mais on me dira ça après l'audience, s'il te plaît. 5 ans après, la tension est toujours aussi vive dans les esprits, car on n'a pas oublié cette nuit du 26 mars 91 aux abords d'un hypermarché de Sartrouville. La cafétéria est le lieu où les jeunes se retrouvent. La direction de Remarché a fait appel à des vigiles. Cambriolages et agressions s'y sont multipliés. Ce soir-là, Jamel Chetou, un jeune beurre de 18 ans, est fouillé par 3 vigiles. S'ensuit une bousculade qui tourne mal. Le jeune est blessé mortellement au thorax. Les 3 vigiles étaient armés, ce qui est formellement interdit. La mort de Jamel entraînera une semaine d'émeutes extrêmement violentes dans le centre de Sartrouville. Mais 5 ans d'instruction ne permettra pas de savoir si la société de gardiennage et la direction de l'hypermarché étaient informées de l'existence de ces armes. Je pense que les lampistes vont payer, les Kamel Zouabi vont éventuellement répondre de leurs actes et les grands responsables des grandes situations ne sont pas là aujourd'hui pour s'expliquer, mais ça n'est pas chose inusuelle.
Et la déposition des 3 vigiles souligne d'ores et déjà l'un des problèmes soulevés par cette affaire, leur recrutement. Il faut des gens bien formés, c'est un métier de policier, dit l'un. Nous n'avons aucune formation, nous apprenons sur le tas, enchaîne l'autre. Un message qui s'adresse autant aux jurés de la cour d'assises qu'aux législateurs. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, a reçu aujourd'hui à déjeuner 19 chefs d'entreprise internationales installés en France, représentant environ 3 millions de salariés. Il leur a demandé notamment de participer à l'insertion des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Jean-Paul Chapelle, Pierre-Laurent Constant. Une photo qui pèse 250 milliards de francs de chiffre d'affaires. Autour du Premier ministre, 19 PDG de multinationales basées en France, invités à déjeuner, une puissance économique qui force le respect. Et à l'heure du café, Alain Juppé leur a demandé au passage si ces entreprises performantes pouvaient embaucher aussi quelques jeunes dans les quartiers difficiles. Notre usine est à Amiens. D'accord. Et autour d'Amiens, il y a des banlieues difficiles et par conséquent, on a décidé d'embaucher les meilleurs éléments. Et je sais que dans les banlieues difficiles, il y a de très bons éléments. C'est évident que nous ne faisons pas de sectarisme, nous recrutons tout ce que nous pouvons. Tous ces patrons, habitués à traverser fréquemment les frontières, ont salué poliment les atouts de la France, excellente productivité et main-d'œuvre moins chère qu'en Allemagne. Plein de bonne volonté en matière d'emploi, ils ont réclamé en contrepartie un allègement de la taxe professionnelle aux patrons de l'entreprise France. J'ai été très surpris de voir par exemple l'insistance qui a été mise sur la nécessité de réformer la taxe professionnelle. On a l'impression parfois que ce sujet n'intéresse que petites et moyennes entreprises, mais non, il intéresse aussi les groupes multinationaux dans leur stratégie de localisation. Pour autant, le Premier ministre n'a fait aucune promesse. Il s'est juste engagé à consulter régulièrement les chefs d'entreprise. Après les multinationales, ce sont les patrons de PME qui seront eux aussi invités à déjeuner et à embaucher. Le Premier ministre, qui connaît une relative embellie dans les sondages en ce début d'année, comme le Président de la République d'ailleurs, a tout de même quelques problèmes avec sa majorité, notamment avec ceux que l'on appelle les baladuriens, qui à plusieurs reprises ces dernières semaines ont voulu infléchir sérieusement la politique économique suivie par le gouvernement. Jeff Wittenberg, Patrick Desmully. L'expression, c'est lui qui l'avait inventée. Du temps où il était Premier ministre et futur candidat à l'Élysée, Édouard Balladur exigeait un code de bonne conduite au sein de la majorité. En clair, pas de déclarations intempestives dans les rangs de ceux qui soutiennent le gouvernement. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, Édouard Balladur revendique le droit au débat. Il n'est pas seulement légitime, il est indispensable. Dans les difficultés actuelles, nul ne peut être assuré, a priori, de détenir les meilleures solutions. Et chacun doit se tenir à l'écoute des autres. Autrement dit, que le gouvernement se montre modeste et tolérant. Fallait-il ou non, par exemple, reporter l'application du RDS? La question méritait au moins d'être posée. Nous avons besoin d'une majorité qui discute, qui réfléchisse, qui confronte ses thèses, notamment dans le domaine économique. La majorité, ça n'est pas une caserne. La rigueur, fût-elle militaire, c'est pourtant ce que réclame aujourd'hui le cœur des fidèles de Jacques Chirac. Les débats internes ne font pas partie de sa tradition. Au RPR, on s'irrite des petites phrases et des voix discordantes. À partir du moment où vous commencez à débiner l'équipe dans laquelle vous jouez, eh bien vous portez atteinte à sa cohésion, à son homogénéité et à la confiance que ceux qui la regardent de l'extérieur peuvent ou non lui accorder. Et si au sein du mouvement gaulliste, les chefs respectent les formes, les militants, eux, ne font pas de cadeaux. Je dis que la situation actuelle, grâce à M. Chirac, est très bonne. Et que M. Balladur devrait se taire un peu, et même beaucoup. On n'en sortira jamais par rapport au PS, qui eux, par contre, essayent de se regrouper au maximum. Bref, la base en a assez des querelles parisiennes, ce n'est pas nouveau. À l'heure où les sondages de popularité frémissent, Alain Juppé et les siens y trouvent une raison supplémentaire de réclamer la discipline. Deux chiffres importants. D'abord, le chiffre définitif sur la hausse des prix en 1995, plus 2,1 sur 12 mois. Les tarifs de la SNCF vont augmenter le 28 janvier prochain d'1,9% environ en moyenne dans toute la France, exception faite de l'Île-de-France. Et puis le journal La Vie du Rail, qui en général est bien informé, estime que les pertes de la SNCF pour 1995 seraient de l'ordre de 17 milliards de francs, en très nette aggravation par rapport à 1994, seulement, si l'on peut dire, 8,4 milliards de déficit. Les francs-maçons du Grand Orient, qui représentent la loge maçonnique la plus importante de France, avec environ 40 000 adhérents, viennent d'élire un nouveau grand maître, un avocat de Bordeaux, M. Jacques Lafouge.
Le Grand Orient avait connu bien des problèmes internes avec son ancien président. Le nouveau entend bien réaffirmer la place des francs-maçons dans la République laïque française. Françoise David, Jean-François Chevet. Une séance de photos qui met un terme à 4 mois de crise au Grand Orient de France. Avec l'élection à sa tête de cet avocat de 62 ans, Jacques Lafouge, la principale obédience maçonnique de France veut tourner la page des querelles internes pour se consacrer essentiellement à ce qui est sa vocation. Celle d'un laboratoire d'idées qui doit donner à la société les pistes qui lui permettront de se transformer pour aller vers plus de solidarité, de tolérance et de fraternité. La franc-maçonnerie a le vent en poupe. Les 5 grandes familles comptent au total en France entre 80 et 100 000 membres. Les effectifs du Grand Orient sont en progression constante. Et pour se consacrer à la défense de ses valeurs, la République, la liberté, la laïcité, il redonnera toute sa place à la recherche spirituelle. La politisation connue ces dernières années devrait donc être bannie. Le combat pour la laïcité, en revanche, demeure essentiel. Les maçons, récemment, ont été choqués. Je pense qu'il y avait peut-être, en ce qui concerne les obsèques de l'ancien président de la République, qu'il y avait peut-être d'autres moyens républicains de lui rendre hommage pour les 14 années qu'il a passées à la tête de l'État. Pas de tolérance non plus pour les francs-maçons impliqués dans des affaires. Les branches malades seront coupées, a affirmé le nouveau grand maître. Quant aux femmes, elles resteront encore à la porte du Grand Orient. Pour Jacques Lafouge, la mixité n'est pas un problème à l'ordre du jour. Plus d'1 milliard de musulmans dans le monde sont appelés à respecter le jeûne du Ramadan depuis hier dimanche et pour une durée d'1 mois. Il faut savoir que le Ramadan n'est pas simplement une contrainte pour les fidèles, c'est aussi une période de fête. Reportage dans la région parisienne hier dimanche, premier jour du Ramadan. John Paul Lepers, Jacques Gérard. Pendant un cycle de lune, exactement 28 jours, la plupart des musulmans ne mangeront pas entre le lever et le coucher du soleil. Mais la nuit, tout est permis. Alors on se prépare. Tout le mois de Ramadan, c'est une fête pour nous. Alors, y a pas de... Donc ils achètent plus en fait. Voilà, ils essayent d'acheter malgré la crise et tout ça. On essaie de vivre comme chez nous. Hein. À côté de la boucherie, le café-tabac. D'habitude un lieu de rencontre. Aujourd'hui, désespérément vide. Car pendant le Ramadan, toute boisson et toute cigarette sont interdites. À 5 h ce soir, ils vont boire le café. À la nuit. À la nuit, pas le droit de manger. Donc pour vous, c'est une perte forte. Une perte, ah oui, très. Tous les ans? Tous les ans, c'est pareil. Retour de marché dans une famille jordano-marocaine. Ici, on ne pratique pas les 5 prières par jour, mais Ramadan, c'est sacré. L'idée du carême, c'est de se rapprocher de ceux qui n'ont rien, de faire l'expérience dans son corps de la faim et de la soif. C'est d'autant plus pénible qu'il faut nourrir les enfants, qui eux ne pratiqueront qu'à partir de 13 ou 14 ans. Les 3-4 premiers jours, c'est un peu dur. Mais après, on prend l'habitude, donc ça devient un peu plus facile. Il est 14 h, Amina prépare le repas du soir. Mais au fait, à quelle heure commence le soir? On mange vers 17h34, je crois. Comment vous savez? Oui, là j'ai un calendrier. Oui. J'ai ramené chez le boucherie. Là, voilà, vous voyez, 17h34. L'heure H est saluée par le muezzin de Radio Orient. Après 10 heures de jeûne total, c'est la détente. On ne pratique pas toute la religion, mais même de faire une partie, on se sent soulagé, ça nous fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de recevoir, de manger ensemble avec les amis. Le repas se prolonge jusqu'à 22 h, demain levé 5 h pour le repas du matin. Cela concerne 1,2 milliard de musulmans sur toute la planète. L'actualité internationale, Yasser Arafat élu cette fois-ci officiellement président de l'autorité palestinienne avec 88% des suffrages, majoritaire également dans le Conseil de l'autonomie palestinienne. Sur les 88 membres, 50 sont des partisans du leader palestinien. Les preuves s'accumulent en Bosnie sur les exécutions massives commises par les Serbes l'été dernier. La découverte de charniers est confirmée par le secrétaire d'État américain chargé des droits de l'homme qui vient justement d'effectuer une visite dans la région. Laurent Boussier, Alain Dubas, reportage. La neige recouvre la terre glacée, mais ça et là émergent des restes de corps humains. L'os d'une jambe, des morceaux de vêtements et une odeur de mort dès que la boue est légèrement retournée. Nous sommes à Glokovac, à quelques kilomètres de Srebrenica, là où aurait été commis un des pires crimes de la guerre en Bosnie. Dans ce champ de moins d'1 km², des centaines de corps pourraient avoir été ensevelis.
Jusqu'à 2000 personnes ont été rassemblées dans un entrepôt, puis massacrées à la grenade et à l'arme automatique. Les survivants étaient abattus lorsqu'ils essayaient de s'enfuir. Nous pensons que tous ont été tués et nous pensons que ce site est l'endroit où ils ont été ensevelis. Des crimes qui auraient été commis par les hommes du Drina Corps, des unités de l'armée serbo-bosniaque, quelques heures seulement après la chute de Srebrenica, le 11 juillet dernier. Les survivants de cet enfer témoignent. Leurs récits sont plus ou moins détaillés, mais tous vont dans le même sens. Après la chute de Srebrenica, nous avons essayé de rejoindre les lignes bosniaques. On marchait de nuit et à 2 km de Klokovac, à la droite de la route, on a vu un premier charnier. Des têtes et des membres qui sortaient du sol. On s'est arrêté 10 minutes et on a prié pour eux. Le Jules Goldstone, procureur du tribunal international de La Haye, qui craint par-dessus tout de voir les preuves de ces massacres disparaître, est venu demander à Sarajevo l'aide des soldats de l'IFOR. L'IFOR est prête à répondre aux demandes de la communauté internationale, à condition que celle-ci soit compatible avec notre première mission, qui est de mettre en œuvre les accords de paix de Dayton. La paix qui s'installe petit à petit en Bosnie signifie donc aussi un retour en arrière sur les crimes commis pendant cette guerre. À l'heure actuelle, 11 charniers, 11 sites de massacres présumés ont été répertoriés dans le nord et l'est du pays. Les pressions internationales, l'émotion suscitée par ces découvertes sont aujourd'hui les meilleures garanties de voir plus tard poursuivis et jugés les criminels de guerre. Ce soir, France 2 diffusera vers 22h25 un documentaire de Pierre Péan sur l'affaire des Irlandais de Vincennes, un scandale policier qui marqua le début du premier septennat de M. François Mitterrand. Une affaire à rebondissement, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une réelle complexité et qui mit en cause à l'époque la cellule policière qui, à l'Élysée, était chargée des dossiers sensibles du terrorisme. Valérie Hermite. Le dossier des Irlandais de Vincennes, 13 ans et demi déjà, ou le retour sur une affaire d'État. 1982, la France est traumatisée par l'attentat de la rue des Rosiers. Après diffusion des portraits robots des terroristes, un homme, Bernard Géga, croit reconnaître des amis à lui. Il contacte alors le capitaine Baril et dira plus tard lui avoir remis des documents et des armes que lui avaient confiés ses fameux amis. Quelques jours plus tard, Paul Baril dirige l'arrestation des 3 Irlandais de Vincennes. À leur domicile, comme par enchantement, on va retrouver les mêmes armes qu'aurait confiées un peu plus tôt Géga Baril. L'affaire s'ébruite et elle prend alors une toute autre tournure. Les procédures de perquisition n'ont pas été respectées non plus et tout le monde a menti. Le lieutenant-colonel Beau, qui avait couvert ces illégalités à l'époque, décide alors de passer aux aveux. On m'a opposé le secret de défense, on a maquillé avec du secret de défense un document qui me mettait, si ce n'est totalement hors de cause, qui rétablissait tout à fait mon rôle. Il y a eu des quantités de choses comme ça. On a caviardé en rayant des passages qui gênaient les déclarations que Géga avait faites à la DST. Les procès-verbaux sont restés bloqués pendant 8 mois. Secret défense ou l'attitude particulière de l'État et de la justice dans cette affaire. Le capitaine Baril ne sera jamais inquiété par la justice. Le préfet Proto sera finalement relaxé. Seuls ceux qui auront aidé à la recherche de la vérité seront sanctionnés dans le cadre de plusieurs informations judiciaires différentes. À ce moment-là, on voit que la justice ne veut pas examiner globalement l'affaire. Alors on saucissonne, comme on dit maintenant, on coupe les procédures en petits morceaux, on ouvre diverses informations, mais aucune qui soit vraiment une information complète sur l'affaire. Parce que le fond du problème, c'est l'attentat aux libertés, c'est la production de fausses pièces et de fausses preuves dans une procédure criminelle. Mais depuis août 92, l'affaire dans sa globalité est dans les mains d'un juge à Versailles. Ce sont les Irlandais de Vincennes eux-mêmes qui ont fini par porter plainte pour attentat aux libertés. Le PDG de la maison d'édition Plomb, qui a sorti le livre Le Grand Secret sur les révélations sur le cancer de M. François Mitterrand, du docteur Gubler, et qui a été interdit, a bien l'intention de faire appel de cette décision. Pour lui, il s'agit d'une véritable atteinte à la liberté d'expression. C'est le 6 juillet prochain que la cosmonaute française Claudie André Deshaies s'envolera de Baïkonour en Russie pour rejoindre la station orbitale Mir avec deux collègues hommes et qui sont russes. La date vient donc d'être arrêtée. Patrice Romden. 38 ans, rhumatologue, spécialiste en médecine aéronautique, docteur et sciences et en plus, elle est spationaute. Pour lui arracher un sourire, parlez-lui de Cassiopée. Cassiopée,
C'est le nom de la mission franco-russe qui propulsera Claudie André Dezé à 400 km de la Terre. Départ le 6 juillet prochain avec un premier objectif, s'arrimer à la station orbitale Mir. Nous allons arriver avec ce vaisseau Soyouz qui viendra s'arrimer à cet endroit précis du complexe orbital qui est actuellement en orbite, où nous retrouverons un équipage de 3 personnes qui sera là déjà depuis plusieurs mois à bord de cette station. Sciences de la vie, physique des matériaux, là-haut, plusieurs expériences sont prévues. Pour les mener à bien, Claudie emmène dans ses bagages 2 spationautes russes et des tritons, lesquels seront sommés de pondre dans l'espace, histoire d'étudier le développement d'œufs d'amphibiens. 16 jours de mission pour récompenser 18 mois de préparation endurés à Moscou. Fauteuil basculant, simulateur, centrifugeuse, Claudie a franchi avec succès les étapes qui font d'un beau visage une tête bien faite et d'une femme un corps physiquement au top. Elle se prénomme Yvette, elle n'est pas cosmonaute, elle est secrétaire à Elbeuf, en Seine-Maritime. Hier, au casino de Deauville, elle a mis 3 pièces de 10 francs dans une machine à sous. Et dans la seconde qui a suivi, elle s'est retrouvée avec 5 millions de francs. Valérie Astruc. Champagne et paillettes pour un 21 janvier de conte de fées, une soirée inoubliable. Le casino de Deauville a le plaisir de vous annoncer que son super jackpot millionnaire vient d'être remporté. Yvette n'en croit pas ses yeux. C'est pour elle que tout ce faste est déployé. Il y a 1 heure à peine, elle n'était qu'une simple secrétaire venue se divertir dans un casino. À 20h16, sa machine affiche 4-7. Tilt, Yvette décroche le jackpot, 5 50 638 francs. Tout ça grâce à 3 petites pièces de 10 francs. J'ai vu tous les 7 qui s'alignaient, je n'y ai pas cru. C'était plutôt les personnes qui étaient derrière moi qui voyaient que j'avais gagné le jackpot. J'ai cru que j'avais mis que 2 pièces et que je n'avais pas gagné le jackpot. C'est non seulement le plus gros gain jamais touché à Deauville, mais c'est également le plus gros gain gagné aux machines à sous dans un jackpot en France. À 48 ans, Yvette est une célibataire comblée mais prudente. L'argent sera bien sagement placé en vue d'une retraite paisible. Pour l'heure, Yvette n'a pas l'intention de quitter son poste de secrétaire. Après le feu d'artifice, elle s'en ira donc dormir car demain 7h, le boulot reprend. Mis à part le bonheur d'Yvette, il faut savoir que les machines à sous font surtout le bonheur des casinos français. Depuis 8 ans qu'ils ont reçu l'autorisation d'installer ces machines, plusieurs d'entre eux ont été sauvés de la faillite. Les gains des bandits manchots, comme on les appelle, représentent aujourd'hui plus de 80% du chiffre d'affaires des casinos français. Yasmina Farber, Didier Beaumont, enquête. L'inscription attire les amateurs de jeux comme un aimant. En 1993, le casino de Juan-les-Pins a acheté 150 machines à sous. Aujourd'hui, elle rapporte 91 millions de francs, soit 88% du chiffre d'affaires de l'établissement. L'ambiance feutrée des salles traditionnelles est délaissée. Les casinos préfèrent miser sur leurs machines. Aujourd'hui, 153 casinos en France sont en fonctionnement. Pratiquement tous les casinos ont les machines à sous. S'il n'y avait pas eu les machines à sous, je crois qu'il resterait aujourd'hui 30 à 40 casinos français, encore dans le meilleur des cas. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup investi. On a axé aujourd'hui toute notre politique de marketing, toute notre politique de développement sur les machines à sous, qui est le produit qui aujourd'hui plaît aux clients. Jackpot pour les casinos, en termes de bénéfices, l'investissement des machines à sous est quasiment amorti en 1 an. À Juan-les-Pins, 1500 personnes fréquentent les salles hors saison, 5000 en été. Une clientèle de passage, mais aussi des habitués, comme ces grands-mères, véritables tueuses de bandits manchots. J'éprouve des sensations très rapides, mais des sensations quand même. J'aime bien. On vient le matin, on vient l'après-midi, des fois la soirée aussi, c'est sympa. On aime bien. On a gagné, mais j'ai perdu des millions aussi. À 86 ans, la doyenne du casino de Juan-les-Pins aura tout de même eu la main heureuse pour rafler quelques pièces, mais elle n'aura pas réussi à faire tomber le jackpot progressif de 320 000 francs. Il faut croire que les Anglais sont surtout fair-play lorsqu'ils gagnent. En effet, après la défaite de samedi face à l'équipe de France de rugby, les dirigeants anglais portent plainte contre le joueur français Richard Dourte, accusé d'avoir blessé volontairement l'anglais Ben Clark. Christophe Duchiron. Ça se passe dans un regroupement, après un quart d'heure de jeu. Un regroupement comme il y en a des dizaines dans un match, sauf que là c'est différent. Il y a la tête de Ben Clark, le numéro 8 anglais, et il y a le pied de Richard Dourte. Comme qu'en rugby comme ailleurs, il y a des coups de pied occultes qui se perdent. C'est une brutalité, incontestable et condamnable.
Et l'ennui pour Richard Dourte, c'est une brutalité qui se voit. Dourte est jeune, il ne manque pas de tempérament, il manque simplement de sang-froid et de lucidité. On l'avait prévenu avant le match, mais apparemment il a oublié. En revanche, les Anglais, eux, n'ont pas oublié. Ils ont même protesté, non pas auprès de la commission de discipline du tournoi des 5 nations, ils se sont directement adressés à la Fédération française de rugby, en lui demandant de faire le ménage chez elle. Dans le jargon sportif, on appelle ça mettre la pression. Maintenant, il y a fort à parier que les sélectionneurs français prennent des sanctions. Dourte suspendu, un match, 2 peut-être plus, ça fera sans doute plaisir aux Anglais, battus samedi par le 15 de France. Sur le terrain, les joueurs de la perfide Albion ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont simplement plus malins ou plus discrets. Richard Dourte pourra peut-être s'en inspirer. Voilà de quoi ranimer la colère des adversaires de l'Europe. Les pêcheurs à pied du littoral breton et plus spécialement du Finistère se voient interdire la pêche sur environ un tiers du littoral. Et tout cela à cause d'un classement par Bruxelles des zones de pêche selon la qualité de leurs eaux. Jacques Deveau, Michel Hiver. Et ici, on se retrouve en zone A, ensuite on se retrouve en zone B, tout jusqu'à pratiquement Roscanvel. Un littoral divisé en zones autorisées ou non à la pêche à pied. Voilà ce qui provoque la colère des Finistériens. D'autant qu'ici, le tiers de la côte serait interdit. Une véritable remise en cause d'un certain art de vivre. Pour un Breton, aller à la grande marée, c'est un peu comme aller à la grand-messe. C'est pareil, on va communier avec la mer. Ça, c'est un rite. C'est comme ça. De A à D, la réglementation européenne impose le classement des zones conchylicoles. S'il concerne d'abord les professionnels, il est plus contraignant pour les ramasseurs du dimanche. Pour eux, seuls les coquillages de la zone A sont jugés comestibles. Quand on va à la pêche à pied, il faut déjà se renseigner si l'endroit où on va ne présente pas de risque sur le plan de la consommation. Autrement, je ne vois pas pourquoi on interdit encore une chose qui devrait être laissée au bon sens des gens. On a bouffé des huiles, nous, depuis des années, j'avais été malade. Une fois, on a été malade, avec le vin blanc. Pour les pêcheurs à pied, ce classement est aussi le constat d'échec de la lutte contre la pollution. C'est sur la qualité de l'eau qu'il faut d'abord agir. Il va falloir que les pouvoirs publics prennent quand même conscience de cette chose-là et ne se contentent pas d'interdire parce que ça ne résoudra pas les problèmes. Ultime inquiétude, réduite de 30%, les zones de pêche subiront davantage la pression des amateurs. Rapidement, il risque de ne plus rester grand-chose à pêcher. Et maintenant, la suite des défilés de mode été 96. Ce soir, Christian Dior, Nicole Cornu-Langlois, Bruno Giraudot. Dernier coup de ciseau, dernier coup d'épingle, dernier coup de pinceau et dernier coup de téléphone. Et c'est parti. Entre ces moments de perfectionnisme ou de détente et le triomphe final, 70 modèles auront défilé. Un spectacle, une collection, un hommage de Gianfranco Ferré à Christian Dior qui écrivait « Je dessine des femmes fleurs, épaules douces, buste épanoui, taille fine comme des lianes et jupes larges comme des corolles. » Des femmes fleurs juponnantes donc, même s'il s'agit d'une robe de soie rayée. Tailleur pantalon lamé gazard blanc, car Dior considérait que c'était la plus belle des couleurs. Le tailleur de rayures tennis se féminise par un bustier de taffetas chiné, fleurs incrustées de dentelle. L'accent raffinement couture est donné sur des bustiers brodés, des corselets de dentelle, des corsages plissés. Et les dos sont savamment suggestifs. Pile ou face, femme fleur ou femme liane, ces femmes-là ne devraient pas avoir de problème de solitude. Et voici maintenant le même défilé vu sous un autre angle. Nous ne sommes plus sur la scène donc, mais dans la salle. Le spectacle est également très intéressant. Nicolas Vinclair, Jean-François Renaud. Bien faire les choses, on appelle ça mettre les petits plats dans les grands. Nous sommes au Grand Hôtel, nous allons vivre un grand moment. Pâte blanche à l'entrée,
Dame blanche à l'intérieur, plein de petits oiseaux qui sortent pour Sylvie Vartan. Dans la salle, des personnalités donc, mais aussi des journalistes et quelques précieux clients. Ils ne sont plus que 200 à 300 à s'habiller encore sur mesure. Il faut placer tout ce grand monde en donnant à chacun l'impression que c'est lui le plus important. C'est vrai qu'on privilégie nos clientes. Au premier rang les clientes? On essaye. Et après? Et au premier rang, les gens aussi importants, et on n'a jamais assez de premier rang. C'est un grand problème. Alors voyons au dernier rang. C'est l'estrade des photographes, ils sont en tout 250 au rendez-vous des défilés. Ça ressemble au radeau de la Méduse, la plupart d'entre eux d'ailleurs sont médusés, mais chez eux, la mauvaise humeur c'est presque une tradition. On les traite comme des chiens, on les traite comme des mal-aimés, comme des gens qui sont invisibles parce qu'on doit travailler quelque part, mais finalement, il n'y a pas de place. Comment voulez-vous? On est sur des cajots, on a les pieds en l'air. Elles aussi, elles ont les pieds en l'air, on dirait presque qu'elles s'envolent. Il suffit de Couturier de savoir lire dans ses regards pour comprendre qu'une nouvelle fois, il les a enchantées. Dans la salle, les journalistes préparent leurs papiers. Lui, il sait qu'une belle image, ça ne se joue qu'à 2 doigts près, plié en 3. Le caméraman se met en 4. Filmer des jolies filles, n'est-ce pas Grégory Peck? C'est physique, comme métier. À la sortie, buffet campagnard gratuit, le barman avait un scoop. Les journalistes boivent, bien sûr. Oui, ils boivent, ça leur arrive même de manger. Mais on se nourrit ici autant de rêves que de bulles. La haute couture, champagne, c'est un repas complet. La Vespa fête ses 50 ans, ce moyen de transport mythique de l'après-guerre qui rappelle bien des souvenirs aux jeunes de l'époque. Ce scooter inventé en Italie a été vendu à 15 millions d'exemplaires. Avec la Fiat 500, il représente la renaissance de l'Italie de l'après-guerre. C'est un spécialiste en hélicoptère qui l'avait inventé. Et son nom Vespa signifie guêpe en italien. Rome, Alain Chalvron. Qui eût cru, il y a 50 ans, que la Vespa serait aujourd'hui sur le point de faire le grand bond vers le 3e millénaire? Inventeur d'une drôle de machine volante, l'ingénieur d'Ascanio eut l'idée en 1946 de créer un 2 roues révolutionnaire. Il partit du passager et dessina autour de lui un engin confortable, propre et bon marché. Ainsi naquit la première Vespa, véhicule de transport universel pour une Italie de l'après-guerre ruinée mais assoiffée de vie et de bonheur. Elle convenait à tous, aux amoureux, au patron et à sa secrétaire, aux jeunes couples avec bambino et même aux chasseurs. Ainsi la Vespa envahit les routes et les rues de toute l'Italie. Et elle continue à les envahir, elle et ses avatars. C'est que l'image de la Vespa s'est au fil du temps installée d'une façon indestructible, liée à la dolce vita, à la jeunesse, à la joie de vivre et à la drague à l'italienne. Pour les jeunes italiens, je pense que la Vespa représente un mythe. C'est comme les voitures, plus ou moins. La vieille voiture, elle est considérée toujours mieux que celle de maintenant. Tous les jeunes rêvent d'avoir une Vespa. Pourtant, ces vieilles machines ne démarrent pas toujours au quart de tour. Mais elles ont une place folle. La Vespa semble donc encore avoir un bel avenir parce que, faute de pouvoir se payer une Ferrari, c'est le moyen le plus sûr d'être dans le vent. Un spectacle magnifique maintenant, un lâcher exceptionnel de montgolfière en Suisse, une multitude de couleurs sur fond blanc de neige. Thierry Clopeau. Elles sont belles, belles, belles comme le jour. Elles étaient 80, l'espace d'un week-end, à flirter avec les monts suisses du château d'Ox. 80 montgolfières de 15 pays pour un des plus grands rassemblements de ballons au monde. Pas de compétition hier, juste une histoire d'aventure et d'amour, s'aérer les voiles à grandes bouffées d'hydrogène. La montgolfière, c'est la passion des grands enfants descendants de Jules Verne. Mais c'est aussi un sport depuis quelques années. Championnat d'Europe et du monde, les Américains sont les plus forts et les plus riches. Cela aide quand on sait que ces gros ballons coûtent la bagatelle de 200 000 francs pièce. Hier, l'argent et les résultats ne comptaient pas. On a même vu des fous volants se jetant en aile delta d'une belle montgolfière pour finir en parachute. Encore un qui ne manquait pas d'air. Voilà, on finit en beauté tout de suite après le journal Laurent Romeshko. La météo avec du très mauvais temps annoncé demain, soyez attentifs. Aux alentours de 22h25, l'affaire des Irlandais de Vincennes dont je vous parlais tout à l'heure. 23h30, le dernier journal Philippe Lefebvre. Demain, 4 vérités, Jacques Godefroy, ministre délégué à la coopération. 13h, Patrick Chêne. Et puis, si vous le voulez bien, je vous retrouve demain soir à 20h. Bonsoir, à demain. Excellente soirée sur notre chaîne.
se trouve que ma chère cousine n'est pas morte. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle a perdu la mémoire. Au pays des éléphants, ça ne dure jamais très longtemps. Partez tout de suite sur les traces de la fille du Maharaja. Belle voiture! Ah non, il n'y a pas à dire, c'est une belle voiture! Oh non, il n'y a plus la voiture. Bon, ben s'il n'y a plus rien à voir, on rentre. Laguna à partir de 92 400 francs. Il n'y a pas que ceux qui conduisent qui aiment les voitures. Chaque semaine, avec la méthode peindre et dessiner de Bordas et Larousse, vous avez chez vous un cours particulier pour réaliser vos sujets préférés. En cadeau avec le numéro 1, le numéro 2 est votre première cassette vidéo. Peindre et dessiner, une nouveauté Bordas et Larousse. Mettez à l'épreuve votre banquier habituel. Puis comparez avec un spécialiste. Barclays, 36 63 10 10. Elle fait un bruit d'enfer, faut tout changer, non? Ah non, non, ici, il ne change que ce qui est nécessaire. Juste ce petit bout-là, alors? Jusqu'au 12 février, 20% sur tous les échappements. Va donc chez Speedy, Speedy. 20% de réduction sur tous les échappements chez Speedy. C'est fort. France 2. Avec Monsieur Bricolage, partenaire de votre soirée, vous donne rendez-vous. Donald Alcina. Il en est à la phase terminale. J'apprécierais beaucoup que tu ne pousses pas de cris hystériques, maman. Tout va aller très vite pour lui maintenant. Si une personne peut convaincre cette femme, c'est toi, une mère dont le fils est homosexuel, tu comprends? Personne ici ne sait que j'ai un fils comme ça. Si jamais on l'apprenait, je n'oserais plus jamais mettre le nez dehors. Donald est mourant, vous entendez? Espèce de garde. Et alors? S'il n'était pas ce qu'il est, il serait sûrement pas en train de claquer en ce moment. C'est pas vrai? Au-delà du désespoir, Hugh Grant combat l'intolérance. Mercredi soir, sur France 2. Demain soir sur France 3, venez trembler avec Julien Lepers et les champions. Ah, quel écrivain! Doit-on les paroles de la chanson, oui? Boris Vian? Non. Philippe Prévert? Non. Si tu t'imagines, interprété par... Question pour un champion. Les Masters remettent leur titre en jeu. C'est l'occasion unique de venir soutenir vos champions dans leur ultime performance. Julien Lepers arbitre cette rencontre de la deuxième chance. Demain à 20h50 sur France 3. Avec mon moulin à poivre, vous allez en jouer des bons tours. Du poivre en grains et hop, tout l'arôme du poivre fraîchement moulu. Sinon, à quoi ça sert que du croc il se décarcasse? Que faire quand un simple entérine ne suffit plus? Choisir le meilleur du progrès. Les laboratoires de L'Oréal créent Plénitude Revitalis. Soins anti-rides plus fermeté, double performance. 1. Avec le Pro-Rétinol A, Revitalis lisse les rides en moins de 2 semaines. Mon visage est plus lisse. 2. Avec le Parélastyle, Revitalis raffermit les contours du visage. Mes traits sont plus fermes, comme sous l'effet d'un lifting. Plénitude Revitalis de L'Oréal retarde les effets du vieillissement. Vite, Bernardo! Passez les tornados! Pourquoi non? Ah, un virage en épingle à cheveux. La route est très dangereuse. Que faire? C'est moi, ça! Non? ZX Citroën. Bravo, Bernardo! La ZX est équipée d'un essieu arrière autodirectionnel pour bien passer les virages et les épingles à cheveux. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Quelle dent blanche! Comment tu fais? C'est ton dentifrice au fluor et au bicarbonate. Alors, mais tu me le prêtes? Colgate bicarbonate, la différence qui se voit et qui se sent. Le Basséoun, c'est un chien pas idiot, mais un peu têtu. Il essaie toujours d'en faire qu'à sa tête. Pour les repas, c'est pareil, il sait ce qu'il veut. Et moi, je sais qu'un repas bien équilibré, c'est vital. C'est Pédigré Pâle et son complément. Des viandes, des céréales, des légumes. C'est à la fois ce qu'ils aiment et ce qu'il leur faut. Comme ça, tout le monde est content.
Pédigré pâle, développé par nos vétérinaires, recommandé par des éleveurs de champions. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous avons été servis aujourd'hui. Les nuages, ils étaient nombreux sur presque tout le pays et puis les pluies qui étaient importantes. Il a beaucoup plu notamment sur le Languedoc et le Roussillon. Le vent en plus avec parfois des rafales jusqu'à 130 km à l'heure sur l'Aveyron. Et puis des choses surprenantes côté thermomètre comme à Biarritz où il faisait 18 degrés ce matin à 7 heures. Et puis dans le courant de la journée, seulement 8 degrés. Nous allons essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe avec l'image satellite sur l'ensemble de l'Europe. Cette belle dépression qui était centrée au large du Portugal qui est en train de rejoindre la Bretagne. Elle est assez creuse. Elle entraîne avec elle ce flux de sud-sud-est et différentes limites pluvieuses qui circulent sur son passage. Nous zoomons sur la France pour regarder ce qu'ont observé les radars de Météo France avec des pluies bien entendu sur le Languedoc, le Roussillon, autour du golfe du Lion avec des pluies importantes et puis cette zone pluvieuse qui est entrée sur le pays et qui s'est réactivée. Elle s'est allée de la Bourgogne jusqu'à la Bretagne. Elle gagne actuellement vers le bassin parisien et vers les frontières belges et allemandes avec des pluies faibles à modérées et puis des pluies fortes se sont produites aujourd'hui accompagnées de vents puissants sur les régions bordant le golfe du Lion remontant jusqu'au massif central. Regardez ce qui est prévu, le parcours de la perturbation et de la dépression avec cette image satellite prévue. Le centre dépressionnaire devrait rejoindre la Bretagne. Les nuages vont rester une bonne partie, en tout cas au cours des 48 prochaines heures. Ils devraient nous accompagner sur le pays en donnant des vents assez forts encore pour demain et puis des pluies qui seront assez conséquentes sur l'extrême sud du pays. Pour demain matin, nous retrouverons cette zone de pluie forte tout autour de la Méditerranée avec des vents qui atteindront sur le littoral 110 km à l'heure, 120 km à l'heure dans la terre des terres. Il neigera à partir de 1300 mètres sur les Alpes du Sud et le Massif central. À l'arrière, nous serons déjà en ciel de traîne avec des averses de la Bretagne jusqu'à la partie ouest des Pyrénées. Et puis ailleurs, ce sera un ciel gris. Attention, avant l'arrivée du front, il fait encore assez froid au sol, donc les chaussées risquent d'être glissantes avec quelques pluies verglaçantes localement en allant des Ardennes jusqu'au nord de la Bourgogne et puis sur l'extrême nord-est, quelques brouillards sur le nord du plateau lorrain et puis la plaine d'Alsace. Regardez de plus près sur le pourtour méditerranéen le temps qu'il fera demain avec des vents qui vont souffler fort, de la pluie sur toutes ces régions. Les pluies fortes devraient progressivement se décaler à l'est du Rhône. Pour demain après-midi, nous retrouverons encore des pluies qui seront soutenues sur l'extrême sud du pays avec des vents qui faibliront très légèrement, 100 km à l'heure tout de même encore par rafale, de la neige à partir de 1000 mètres, un temps gris et pluvieux sur tout le pays. Quelques éclaircies toutefois vont se développer de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, puis encore une petite poche de soleil qui devrait résister sur l'extrême nord-est de la France. Les températures demain matin sans grand changement avec des valeurs comprises au nord entre -3 et 8 degrés, 4 à Paris, au sud le maximum sera atteint à Biarritz avec 12 degrés. Dans le courant de l'après-midi, regardez ce qu'afficheront vos thermomètres avec des températures sans grand changement entre 1 et 11 degrés en allant de l'Alsace jusqu'à la Bretagne. C'est en Ile-de-France, 2 pour Valenciennes. Au sud, le mercure variera de 8 à 15 degrés le maximum pour Biarritz, mais aussi Ajaccio et 10 à 13 degrés sur le pourtour méditerranéen. Nous regardons maintenant le clin d'œil avec du ski, du snowboard plus précisément. Nous partons en Autriche, à Innsbruck, c'était il y a quelques jours, avec cette démonstration qui a attiré près de 25 000 spectateurs. Oui, spectateurs, c'est bien ça. Cette épreuve s'est déroulée sur l'aire de réception du tremplin de saut olympique d'Innsbruck. C'est spectaculaire, je vous laisse apprécier. Voilà, belle réception. Nous allons terminer avec l'éphéméride. Demain, nous serons le mardi 23 janvier. Vous fêterez Saint-Bernard. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain, dès 6h55, vous retrouverez Isabelle Martinet aux côtés de William Lémergie dans Télématin. Très bonne soirée. Merci, au revoir et à bientôt. Darty, le contrat de confiance. France 2 vous donne rendez-vous avec Nathalie, la liste de naissance de Nathalie. Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme, Benoît, je peux pas comprendre. C'est votre femme après tout, non? Mais enfin, elle est avec vous. Quel chameau? Un chamois? Quand les mensonges font boule de neige, les pépins arrivent en avalanche. Il en fait trop. Ça sonne faux. Jean Poiret, Jacques Villeray, une rencontre au sommet, orchestrée tout chousse par Luc Béraud. Mardi soir, sur France 2. Voilà votre avion. Très bien, je vous appelle en arrivant.
N'oubliez pas votre carte d'embarquement. C'est pour des hommes comme vous qui n'avez pas une minute à perdre qu'Iberia a créé sa business class. Sans attente. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Avec le choix de votre place, un enregistrement prioritaire, toutes les facilités et une ponctualité exemplaire. La business class d'Iberia. Bien plus qu'un voyage en avion. Donald Alcide. Il en est à la phase terminale. J'apprécierais beaucoup que tu ne pousses pas de cris hystériques, maman. Tout va aller très vite pour lui maintenant. Si une personne peut convaincre cette femme, c'est toi, une mère dont le fils est homosexuel, tu comprends? Personne ici ne sait que j'ai un fils comme ça. Si jamais on l'apprenait, je n'oserais plus jamais mettre le nez dehors. Donald est mourant, vous entendez, espèce de garde. Et alors, s'il n'était pas ce qu'il est, il serait sûrement pas en train de claquer en ce moment. C'est pas vrai? Au-delà du désespoir, Hugh Grant combat l'intolérance. Mercredi soir, sur France 2. Tous les sports, toutes les courses, résultats, analyses et commentaires au 36 68 20 02. Madame, Monsieur, bonsoir. La vieille histoire de David contre Goliath continue dans le Caucase. Salman Radouyev, le chef du commando tchétchène, auteur de la prise d'otages la semaine dernière au Daghestan, qui a réussi à fuir en menant avec lui des otages et des soldats russes, continue de braver Moscou et les communiqués victorieux de la direction russe. Critiqué en Tchétchénie même, il a convoqué les caméras pour s'expliquer. William Irigoyen. Les visages semblent détendus. Et pourtant, ces hommes et ces femmes ne savent ni où ils se trouvent, ni ce qui les attend lorsqu'ils seront libérés. Pour la première fois depuis qu'ils ont fui Pervomaïskaya au Daghestan, les rebelles tchétchènes ont voulu rassurer la communauté internationale sur le sort de leurs otages. Dans cette cave, vraisemblablement à l'est de la Tchétchénie, 83 personnes, 53 civils et 30 soldats russes. Leur ravisseur, Salman Roudayev, a promis de les libérer seulement si les Russes laissent partir leurs prisonniers tchétchènes. Dans une conférence de presse improvisée, le chef du commando a également affirmé être en possession de documents importants. Selon lui, le Premier ministre russe Viktor Tchernomyrdin aurait donné l'ordre de tuer rebelles et otages entre Kizlyar et Pervomaïskaya pour sortir de l'impasse. Si cet ordre a effectivement été donné, les suites de l'affaire tchétchène pourraient bien avoir des remous jusqu'à Moscou et au Kremlin. En pleine année électorale, nul doute que les réformateurs russes auront encore plus de scrupules à mêler leur voix à une équipe qui préfère les chars au dialogue. À Moscou, le ministre français des Affaires étrangères déclare, après avoir rencontré son homologue, que la Russie a maintenant l'intention de privilégier le règlement politique de la question tchétchène. En Bosnie, le commandant de la force multinationale de l'OTAN a exigé dans la soirée la libération immédiate des prisonniers de guerre de chacune des parties. Cette libération était prévue avant le 19 janvier par le plan de paix. Des centaines de prisonniers restent en effet détenus. Par ailleurs, la découverte de charniers est la preuve incontestable des massacres commis pendant ces 4 années de guerre, notamment à Srebrenica, par les Serbes de Bosnie. Ce soir, le futur Premier ministre bosniaque déclarait « La communauté internationale s'est tue pendant des mois ». Sur place pour France 2, Laurent Boussier, Alain Dubas. La neige recouvre la terre glacée, mais ça et là émergent des restes de corps humains. L'os d'une jambe, des morceaux de vêtements et une odeur de mort dès que la boue est légèrement retournée. Nous sommes à Glokovac, à quelques kilomètres de Srebrenica, là où aurait été commis un des pires crimes de la guerre en Bosnie. Dans ce champ de moins d'1 km², des centaines de corps pourraient avoir été ensevelis. Jusqu'à 2000 personnes ont été rassemblées dans un entrepôt, massacrées à la grenade et à l'arme automatique. Les survivants étaient abattus lorsqu'ils essayaient de s'enfuir. Nous pensons que tous ont été tués et nous pensons que ce site est l'endroit où ils ont été ensevelis. Des crimes qui auraient été commis par les hommes du Drina Corps, des unités de l'armée serbo-bosniaque, quelques heures seulement après la chute de Srebrenica, le 11 juillet dernier. Les survivants de cet enfer témoignent. Leurs récits sont plus ou moins détaillés, mais tous vont dans le même sens. Après la chute de Srebrenica, nous avons essayé de rejoindre les lignes bosniaques. On marchait de nuit et à 2 km de Klokovac, à la droite de la route, on a vu un premier charnier. Des têtes et des membres qui sortaient du sol. On s'est arrêté 10 minutes et on a prié pour eux. Le Jules Goldstone, procureur du tribunal international de La Haye, qui craint par-dessus tout de voir les preuves de ces massacres disparaître,
est venu demander à Sarajevo l'aide des soldats de l'IFOR. L'IFOR est prête à répondre aux demandes de la communauté internationale, à condition que celle-ci soit compatible avec notre première mission, qui est de mettre en œuvre les accords de paix de Dayton. La paix qui s'installe petit à petit en Bosnie signifie donc aussi un retour en arrière sur les crimes commis pendant cette guerre. À l'heure actuelle, 11 charniers, 11 sites de massacres présumés ont été répertoriés dans le nord et l'est du pays. Les pressions internationales, l'émotion suscitée par ces découvertes sont aujourd'hui les meilleures garanties de voir plus tard poursuivis et jugés les criminels de guerre. Élection dans les territoires autonomes, nouveau signe. Le Premier ministre israélien Shimon Peres annonce qu'il se rendra lui-même à Gaza dans le courant de la semaine pour féliciter Yasser Arafat de sa victoire. Et puis on apprend ce soir qu'Hillary Clinton a accepté de déposer vendredi devant une chambre d'accusation comme témoin dans l'affaire Whitewater. C'est ce que vient d'annoncer la Maison-Blanche. Les enquêteurs veulent interroger Mme Clinton, ancienne avocate, sur son rôle dans la gestion des lotissements Whitewater, justement, et la gestion aussi d'une ancienne caisse d'épargne de l'Arkansas en faillite. Les enquêteurs enquête sur un éventuel détournement de fonds publics. En France, actualité dominante économique et sociale, Evelyne Goldman. Le ministre de l'Emploi précise son plan en faveur des jeunes des banlieues au journal France Soir. 4 000 francs par mois pour 30 heures de travail par semaine et 10 heures de formation hebdomadaire. Dès cet été, il leur sera proposé des postes d'aide à domicile, gardiens de stade ou jardiniers municipaux. Objectif, créer 100 000 emplois. Ce soir, le PS dénonce la précarité de ces emplois. SNCF, après les grèves, la hausse. À partir du 28 janvier, hausse des tarifs de 1,9% en moyenne hors Île-de-France. Une augmentation égale à l'inflation et qui ne concerne pas l'ensemble des tarifs. Les Pays-Bas risquent de connaître le plus grand licenciement collectif de leur histoire. Aujourd'hui, l'Allemand Daimler-Benz a décidé de couper les vivres au plus ancien constructeur d'avions, le Hollandais Fokker. Résultat, 7 900 salariés menacés d'être licenciés. Le gouvernement cherche une issue. Les éditions Plomb décident de faire appel de l'ordonnance de référé interdisant la poursuite de la vente du livre Le Grand Secret du docteur Gubler sur la maladie de François Mitterrand. Le PDG de chez Plomb invoque la liberté d'expression et le devoir d'information. L'imposition des allocations familiales prévues dans le plan Juppé de réforme de la sécurité sociale n'est pas organisée dans les ordonnances prévues pour le mois d'avril. Le secrétaire d'État chargé de la sécurité sociale précise que cette fiscalisation ne s'inscrira que dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu le moment venu. La bourse, ce soir à New York, le Dow Jones se progresse de 33,24 à 5217,92. À Paris, dans la journée, l'indice avait perdu 0,50%. Et puis la hausse des prix en décembre a été de 0,1%, ce qui porte l'inflation en 1995 à 2,1%. Le débat sur la monnaie unique nourri ce lundi soir par la déclaration de Jean Gandois qui ne ferait pas un drame si cette monnaie unique n'était pas possible pour le 1er janvier 1999. Ce qui compte pour le président du CNPF, c'est plus une dynamique vers la construction d'une Europe politique que le calendrier. À opposer à cette déclaration et à celle du PDG de la Société Générale, Marc Viennot, qui demande une rediscussion sur Maastricht, la détermination du président de la Commission européenne, Jacques Santer, qui déclare, lui, que la voie vers la monnaie unique est irrévocable. En attendant, les experts européens planchent toujours plus concrètement sur la question. À Bruxelles pour France 2, Philippe Sassier. Une exposition sur les monnaies européennes et sur la monnaie unique sert d'introduction à cette table ronde. Son thème, qu'est-ce qui va changer pour le consommateur, comment lui faire aimer et adopter la monnaie unique. Il y a un exemple ici, une caméra, les prix exprimés dans chacun des pays, en euros. Donc le consommateur peut tout de suite faire la comparaison et voir le pays dans lequel c'est le moins cher. Il n'y a pas besoin de faire aucune multiplication ni aucune division. Celle-ci ne sera pas dans nos poches avant 2002 si tout va bien, mais si on y passait aujourd'hui, quel calcul devrait-on faire? Il faudrait tout diviser par 6,52. C'est une petite gymnastique intellectuelle à laquelle il faut commencer à se préparer. Plusieurs dizaines de responsables économiques vont réfléchir aux aspects bancaires et pratiques de la monnaie unique. Celle-ci soulève encore bien des doutes, mais c'est la première fois qu'elle commence à devenir un petit peu une réalité. L'actualité judiciaire avec l'ouverture lundi à Versailles devant la cour d'assises du procès de 3 vigiles accusés de coups mortels et de complicité pour le meurtre d'un jeune de 18 ans. Plusieurs nuits d'émeutes s'en étaient d'ailleurs suivies. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan.
Le père de Jamel, la victime et les jeunes de la Cité des Indes à Sartrouville ont au moins un point commun. Tous attendent ce procès depuis 5 ans, les uns avec vigilance, les autres avec confiance. J'ai fait confiance pendant 5 ans à la justice française, je refais encore, je continue. Vous voulez des éclaircissements sur cette affaire, non? Je veux beaucoup d'éclaircissements, mais on me dira ça après l'audience, s'il te plaît. 5 ans après, la tension est toujours aussi vive dans les esprits, car on n'a pas oublié cette nuit du 26 mars 91 aux abords d'un hypermarché de Sartrouville. La cafétéria est le lieu où les jeunes se retrouvent. La direction d'Euromarché a fait appel à des vigiles. Cambriolages et agressions s'y sont multipliés. Ce soir-là, Jamel Chetou, un jeune beurre de 18 ans, est fouillé par 3 vigiles. S'ensuit une bousculade qui tourne mal. Le jeune est blessé mortellement au thorax. Les 3 vigiles étaient armés, ce qui est formellement interdit. La mort de Jamel entraînera une semaine d'émeutes extrêmement violentes dans le centre de Sartrouville. Mais 5 ans d'instruction ne permettra pas de savoir si la société de gardiennage et la direction de l'hypermarché étaient informées de l'existence de ces armes. Je pense que les lampistes vont payer, les Kamel Zouabi vont éventuellement répondre de leurs actes et les grands responsables des grandes situations ne sont pas là aujourd'hui pour s'expliquer, mais ça n'est pas chose inusuelle. Et la déposition des 3 vigiles souligne d'ores et déjà l'un des problèmes soulevés par cette affaire, leur recrutement. Il faut des gens bien formés, c'est un métier de policier, dit l'un. Nous n'avons aucune formation, nous apprenons sur le tas, enchaîne l'autre. Un message qui s'adresse autant aux jurés de la cour d'assises qu'aux législateurs. Fait divers avec le mauvais temps. Aux États-Unis, le Potomac déborde et inonde plusieurs quartiers de la ville de Washington. La circulation y est d'ailleurs coupée en plusieurs endroits. Au Maroc, on enregistre des inondations records. En Espagne, pluie et neige ont fait 3 morts. En France, la météorologie nationale annonce un avis de tempête dans le sud de la France. Regardez d'ailleurs ces images qui ont été tournées. Ceci se passe à Frontignan. La sonde spatiale américaine Galileo a envoyé des données inédites de son voyage autour de Jupiter, notamment sur la composition chimique de l'atmosphère de cette planète. Caroline Marie. La petite sonde, lâchée par Galileo, a survécu 1 heure, mais une heure cruciale pour les scientifiques. Généreuse en informations, la mini-sonde, elle confirme la présence d'eau, mais en quantité moins importante que prévu, sur Jupiter. Son atmosphère est aussi plus sèche et plus dense qu'on ne le croyait. Elle révèle que les vents augmentent lorsque l'on s'approche de la planète, des révélations qui vont alimenter nos connaissances sur la formation du système solaire et par conséquent sur les origines de la vie. Actualité plus légère avec la mode printemps-été 96 signée par Scherer et Lapidus et observée par Marie-Josée Le Picard et Claude Sicard. Chez Jean-Louis Scherer, une guêpière dorée fait la fête pour un petit fourreau noir. Mais c'est le détail qui change tout. Et dorée, la robe vous transforme en icône. Quel rêve! En noir et blanc, courtes ou longues, des robes à complications pour dames très sûres d'elles-mêmes. Tout en blanc naturellement à la mariée, mais décolleté à faire rougir monsieur le maire et monsieur le curé. Chez Lapidus, c'est les jambes qu'elle montre, la mariée en tutu. Mais c'est sa dernière robe de jeune fille, de petite fille. Ensuite, elle portera des robes de dame, arrivées, sophistiquées, lettrées. Et même très dramatisée. Content Claude Lelouch, après que son film Les Misérables a reçu la nuit dernière le trophée du meilleur film étranger attribué par le jury des Golden Globes Awards, composé de critiques de la côte ouest des États-Unis. Ce qui est bien pour Lelouch, c'est que ce palmarès préfigure en général celui des Oscars qui seront décernés en mars. Les Misérables n'est pourtant pas présenté dans la sélection française pour ces Oscars. Il devrait concourir toutes catégories. Ne m'a pas présenté. Sinon, là, avec ce qui vient de se passer, on avait toutes les chances d'avoir effectivement l'Oscar. Mais
la Warner est en train de présenter le film dans toutes les autres catégories que celle du film étranger. Donc j'espère, je croise les doigts, que le film sera quand même en compétition aux Oscars, mais dans les compétitions avec les films américains, puisque le film reçoit aux États-Unis un accueil absolument fantastique. Ah, Les Misérables. Sortie de secours, l'actualité autrement avec la publication dans la collection Documents Payot de grandes fortunes, dynastie familiale et formes de richesse en France. Les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot parlent de fracture et d'une société où l'argent produit non seulement l'argent mais aussi la culture. Pour les auteurs, la position dominante des dynasties d'argent ne fait que se fortifier. Les fortunes se cumulent et renvoient les unes aux autres. Grande fortune chez Documents Payot. CD avec un très beau titre de Natacha Atlas, ça s'appelle Diaspora. Quand la musique se fait envoûtement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le cercle de minuit consacré à la question des banlieues. Demain, nous nous retrouvons à minuit. La situation devrait rester critique aujourd'hui encore sur toutes les régions bordant le bassin méditerranéen, car des pluies fortes sont encore annoncées sur ces régions, accompagnées de vents qui seront violents. Dès le lever du jour, regardez ce que nous prévoyons, les vents souffleront fort sur toutes les régions allant des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes, avec des pointes jusqu'à 100-110 km à l'heure sur le littoral, plus fort encore sur la montagne noire, le Midi toulousain en général et le Massif central, avec des pointes jusqu'à 120 km à l'heure. Les averses gagneront, elles, une petite moitié ouest avec un ciel très chargé, des averses sur ces régions, et puis la pluie, elle, se repliera vers l'est avec à l'avant du front, attention, quelques pluies verglaçantes et donc des chaussées qui pourraient être glissantes dès le courant de la nuit. Et puis sur l'extrême nord-est, là, quelques brouillards vont se former sur le plateau lorrain ainsi que la plaine d'Alsace. Dans le courant de la journée, nous allons retrouver une nouvelle fois ces pluies fortes. Elles devraient peu à peu se décaler vers l'est et franchir le Rhône pour gagner progressivement la Provence et la Côte d'Azur, avec donc de forts cumuls de pluie sur ces régions, des pluies soutenues, des vents qui vont encore souffler jusqu'à près de 100 km à l'heure par rafale. Et puis la neige tombera à partir de 1000 mètres sur le Massif central et les Alpes, avec un temps gris et pluvieux sur de nombreuses régions. Quelques courtes éclaircies vont se développer près de l'Atlantique, mais aussi sur les côtes de la Manche. Et puis les éclaircies feront un petit peu de résistance sur l'extrême nord-est de la France. Les températures au lever du jour, elles seront stationnaires, sans grand changement par rapport à celles que nous avons connues hier, comprises entre -3 et 8 degrés pour la moitié nord. Les gelées, elles, intéresseront essentiellement les régions du quart nord-est, 4 en Île-de-France, -1 à Lille ou Valenciennes, et puis sur la moitié sud, le maximum sera atteint sur le Pays Basque avec une bonne douzaine de degrés. Dans le courant de l'après-midi, peu de changements, température stationnaire avec des valeurs cette fois-ci comprises au nord entre 1 et 10 degrés, toujours une amplitude assez importante entre l'Alsace et la Bretagne, 11 le maximum pour Brest, 7 à Paris, puis au sud, le mercure atteindra une bonne quinzaine de degrés sur le Pays Basque, mais aussi au pied des Pyrénées ainsi que sur la Corse, 15 degrés pour Ajaccio, 12 à 10 à 13 degrés sur le pourtour méditerranéen. Regardez le temps qu'il va faire sur l'ensemble de l'Europe. Les nuages seront nombreux sur le continent, il neigera même sur la Scandinavie, sur la Russie avec -10 degrés pour Moscou, 2 degrés de plus à Varsovie avec -8 et également quelques flocons de neige. Le soleil, nous le retrouverons sur la botte italienne ou bien le nord de l'Afrique à Tunis avec 19 degrés, du soleil aussi avec quelques éclaircies sur Athènes où il fera 11 degrés. Regardez l'éphéméride, aujourd'hui nous sommes le mardi 23 janvier, vous fêtez Saint-Bernard, je vous souhaite de passer une excellente nuit à notre compagnie. Merci, au revoir et à bientôt. Le contrat de confiance. France 2, avec Philippe Spiel, présente le coup de cœur. Hey
C'était le coup de cœur de France 2 avec Philippe Spiel. Au sommaire d'Envoyé spécial, 3 reportages. Les skinheads, l'ordre brun prôné par ces jeunes au crâne rasé, un univers de violence et de révolte. La douleur, le mal français, trop de malades souffrent encore inutilement, comment y faire face? Retour en Alaska après l'immense pollution de l'Exxon Valdez, 5 ans plus tard, l'équilibre écologique de la région, toujours en question. Envoyé spécial, c'est jeudi soir sur France 2. La chose la plus insupportable, la plus dramatique, quand on est un San Marco, élevé dans le respect des ancêtres et la passion du café San Marco, c'est de penser que quelqu'un puisse oser commettre un tel sacrilège. Mais après tout, si elle aime ça, San Marco, les chefs-d'œuvre du café italien. Es-tu sûr d'avoir le ou la bonne partenaire? Pour le savoir, réponds à mes questions, écoute mes commentaires. Au 36 69 68 68. Vite, Bernardo! Passez les tornados! Pourquoi non? Ah, un virage en épingle à cheveux. La route est très dangereuse. Que faire? C'est moi, ça! Non, ZX Citroën. Bravo, Bernardo! La ZX est équipée d'un essieu arrière autodirectionnel pour bien passer les virages et les épingles à cheveux. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour toute recherche d'informations sur une entreprise, 3617 Compass. Le plus court chemin d'une entreprise à une autre. Voilà votre avion. Très bien, je vous appelle en arrivant. N'oubliez pas votre carte d'embarquement. C'est pour des hommes comme vous qui n'avaient pas une minute à perdre qu'Iberia a créé sa business class, sans attente. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Avec le choix de votre place, un enregistrement prioritaire, toutes les facilités et une ponctualité exemplaire. La business class d'Iberia, bien plus qu'un voyage en avion. Fatigué. 12 vitamines, 9 minéraux. Un comprimé par jour suffit. Vitamine, un médicament réservé à l'adulte. Bonsoir. La France est-elle un pays à deux vitesses? Les Français vont-ils continuer à vivre séparés, les uns riches barricadés dans les villes, les autres aux portes des villes, les barbares? Comment réinventer la banlieue? Quelques jours après la publication du pacte de relance pour la ville proposé par le Premier ministre, ce soir au Cercle de Minuit, discussion autour de la démocratie, comment vivre ensemble aujourd'hui avec un ministre, 2 maires, 3 associations, un architecte et un sociologue. Réinventer la banlieue, c'est réinventer la démocratie. Pierre Cardot, vous êtes en ce moment, vous appartenez au Parti républicain, vous êtes le maire de Chanteloup-les-Vignes, vous avez été le tombeur de Rocard et vous avez été depuis toujours un militant associatif. Que pensez-vous du plan que vient de présenter le gouvernement sur le devenir de la ville? J'en pense beaucoup de choses. Parce que, vous avez été consulté, tout au long de l'élaboration de ce plan. Oui, bien sûr, j'ai été consulté, mais c'est d'autant plus facile que ça fait, depuis que je suis maire, 12 ans que je suis rentré dans la politique de la ville et depuis 88 que je suis au Conseil des villes. Donc, je veux dire, la consultation, pour moi, elle s'impose, puisque